Oui, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Sébastien Manscourt, donc moi je suis agriculteur à Arteneto, donc l'ancien canton d'Ouchy-le-Château, communauté de communes d'Ouchy-le-Château, éleveur, producteur de fraises et je suis mettre en route une unité de méthanisation. Voilà, je suis maire d'Arteneto, conseiller régional depuis le mois de mai 2014. Et donc c'est un petit peu en ce sens que j'ai, avec Michel, que Michel m'a demandé de l'accompagner dans cette campagne. Le pourquoi, c'est que vous savez tous qu'on est en pleine discussion sur la réforme territoriale et que en ayant Michel et moi une vision un petit peu et du côté région et du côté département, ça nous permet à tous les deux d'avoir une approche, une vision un peu plus globale. Parce que vous doutez bien que les gens qui vont siéger demain au département et après-demain à la région, puisqu'il y aura des élections en fin d'année, c'est ces personnes qui vont acter un petit peu la gouvernance de ces deux nouvelles entités. Et je peux vous dire que ça va être un gros travail, parce qu'il va falloir, faut recréer un petit peu les choses. En gros, pour faire simple, on y reviendra après, mais en gros, on a nos communes. On a l'Union européenne et puis maintenant on nous donne une feuille blanche entre les deux et il faut qu'on essaie de réinventer un nouveau modèle en ayant une efficacité, on va dire, en essayant d'optimiser les comptes de fonctionnement, en maintenant la même efficacité en termes de services publics. Donc vous voyez un peu le challenge qui est à relever. Donc voilà, c'est le pourquoi de mon implication. Bon, on reviendra tout à l'heure peut-être sur la notion de projet parce que je pense que sans faire de promesses, parce que j'aime pas ça, j'aime mieux la notion de projet, parce que les promesses, c'est facile d'en faire et de les annoncer pour la campagne. Nous, on veut s'engager sur des notions de projet, donner un peu de vision et sur le long terme pour le nouveau canton de Villers-Cotterêts, sur des enjeux majeurs pour l'avenir de notre territoire. Et ça, on y reviendra tout à l'heure, plus en détail. Je laisse la parole aux dames. Moi, personne ne me connaît, enfin je viens me présenter, Danielle Fontaine. Moi j'arrive du nord de la France, je suis arrivée en 1973 à Villers-Cotterêts et à la mairie de Villers-Cotterêts en 1980. C'était M. Bord qui était là à ce moment-là et Michel faisait déjà partie de l'équipe de M. Bord. Donc j'ai fait plusieurs services parce qu'il faut être polyvalent dans la fonction publique. Alors je suis passée du bureau de police où je me suis occupée des étrangers pendant 10 ans, à la culture, à l'enseignement. J'ai fait de l'état civil pendant un petit moment aussi. J'ai terminé, si vous voulez, en tant que régisseur principal des régies du pôle animation jeunesse et de la cantine scolaire où il y avait quand même pas mal d'enfants. Et là, je suis retraitée donc, de cette fonction publique depuis 3 ans maintenant. Donc, je suis avec Michel, Sébastien et puis donc Myriam pour les élections départementales, qui est un enjeu très important donc, pour le quotidien de chacun, afin de maintenir une politique de solidarité qui est juste pour tous et pour défendre les communes. Je m'appelle Myriam Bolo, moi je suis du canton d'Ouchy, enfin de l'ex-canton d'Ouchy comme Sébastien, j'habite Chacrise. J'ai été sollicitée pour compléter le binôme, puisque maintenant l'Assemblée départementale va être représentée par un homme et une femme. Donc nous serons les remplaçants pour suppléer, puisque maintenant on ne parle plus de suppléants mais de remplaçants. Et je travaille à la sous-préfecture de Soissons depuis de longues années, je suis bientôt en retraite. Et je vais essayer de mettre mes connaissances au service de notre nouveau territoire et de cette nouvelle assemblée départementale.
Donc, moi, comme tout à chacun, je pense que donc, Sébastien en reviendra sur les enjeux et les projets. Mais je crois que, contrairement à ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle, on a affaire à une politisation complète de ce qu'on appelle des élections départementales. Il est vrai qu'il faut toujours un triumvirat qui puisse faire un petit peu la note, et même si c'est une fausse note quelquefois, mais il faut toujours quand même un parti qui puisse obtenir des résultats. L'avantage du canton, c'est le développement complet de tout le territoire. Et je pense que lorsque j'étais président de communauté de communes, je me suis engagé à pouvoir développer l'économie et les entreprises. Il faut faire la lutte contre le chômage, ça implique le déséquilibre dans les villes. Et donc, j'ai amené plusieurs entreprises à Villers-Cotterêts qui représentent plus de centaines de personnes. Et je voudrais bien pouvoir continuer à exercer ce même pouvoir. L'aménagement du territoire est une chose très importante qui a été un petit peu loupée par tous les départements. On n'a pas su faire un maillage des routes et on n'a pas su faire en même temps l'investissement qui correspondait à amener la fibre optique au fur et à mesure qu'on avait les travaux qui s'effectuaient le long d'une voie de chemin de fer, le long d'une route ou le long de l'enfouissement des lignes dans les communes. Le premier objectif que l'on aura, nous, c'est de faire développer au niveau du département et le plus rapidement possible la fibre optique, qui nous permettra ensuite de développer des projets dont Sébastien va nous parler. Et en concernant le gros noyau de ça, c'est que le département à l'heure actuelle a mis beaucoup d'énergie à lancer en partie le haut débit. Mais le haut débit maintenant, pour ceux qui sont des phénix en informatique, ça semble largement dépassé, il nous faut le très haut débit. Donc ça c'est un des premiers points qui relie le projet, et je vais passer la parole à Sébastien pour partir de la fibre optique et ensuite aller vers les projets de technologie qui nous intéressent. Oui, donc la fibre, bon, tout le monde en parle en fait, mais la question c'est de savoir la fibre, pourquoi faire, hein, parce que comme la route, la fibre optique c'est un outil qui doit permettre de développer l'économie, d'accompagner les gens dans on va dire au quotidien, que ce soit sur les services, voilà, c'est un outil qui est mis à la disposition des gens pour demain aménager et développer le territoire. Donc ce qui est important effectivement dans cette volonté de développer la fibre optique demain, c'est de pouvoir développer sur notre territoire l'économie numérique, parce que c'est bien de mettre de l'argent sur les routes, il faut entretenir les routes, mais à un moment donné la route c'est plus suffisant. On nous dit effectivement il y a des gros budgets, vous comprenez, ça va coûter très cher. Moi je veux bien, hein, mais en fait quand on regarde globalement, on regarde tous les projets structurants qui ont été financés aujourd'hui par le Conseil général. Si on avait dimensionné ces projets réellement en phase avec les besoins réels de la population, c'est l'équivalent du budget voirie qui aurait été économisé sur le département. Je prends un exemple bateau, la piscine de Château-Thierry, c'est un très beau projet, pas de problème, c'est sur le papier, c'est sympa, les gens se font plaisir, on amène, on va dire, des prestations que n'avait pas la ville de Château-Thierry. Mais est-ce que c'est le moment de le faire aujourd'hui? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que c'est un projet qui pouvait très bien se mener dans le temps et adapter les services ou les prestations en fonction du développement du bassin de vie de Château-Thierry. Et au lieu d'avoir un projet qui coûte 18 millions d'euros, peut-être qu'on serait resté à 10-12 millions d'euros. Donc c'est 5-6 millions d'euros que le département n'aurait pas forcément mis dans ce dossier. Donc c'est déjà 6 millions d'euros qu'on aurait pu mettre dans le développement de la fibre sur notre territoire. Quand vous mettez ça sur un développement d'une dizaine d'années, c'est 60 millions d'euros. Vous allez me dire, ce n'est que 60 millions d'euros. Sauf que ça, il faut le multiplier par 5, puisqu'il y a autant de projets qui ont été financés sur le territoire. Donc d'un seul coup, on se retrouve avec 300 millions d'euros,
qui ne représente que 30% d'une enveloppe qui pourrait être accompagnée par l'Union européenne et la région. Et d'un seul coup, on se retrouve avec 1 milliard d'euros qui pourraient être financés sur une dizaine d'années pour le développement de cette fibre optique sur notre territoire. Donc vous voyez, c'est dans cette logique qu'il faut aller, c'est dans une logique de projection d'aménagement de notre territoire, parce que la fibre, c'est important pour l'économique, mais c'est important aussi pour la santé. Ce qui est important, c'est de maintenir un maillage territorial sur notre territoire. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la presse, il n'y a pas longtemps, il y a les hôpitaux de Laon, Château et Soissons qui justement ont raisonné cet aménagement en voulant créer un complexe hospitalier en s'appuyant sur le développement des outils que sont la télémédecine, pouvoir consulter à distance pour économiser au niveau des moyens humains, parce qu'on sait très bien que les médecins, on ne les aura pas tous demain, on n'aura pas les compétences, donc plutôt que d'avoir 3 médecins, on n'en aura effectivement plus qu'un, mais qui sera capable de travailler sur les 3 hôpitaux. Et l'avantage d'avoir 3 hôpitaux, c'est que l'hôpital il reste à une distance un peu raisonnable, on va dire, des patients, et non pas clients, des patients. Et pour le coup, ça renforce l'efficacité de notre prestation santé. Et l'enjeu majeur aussi sur notre territoire, alors on a eu tous ces débats qui étaient très intéressants au moment des propositions de création des grandes régions. On nous a dit ouais, le Nord-Pas-de-Calais c'est n'importe quoi, on est dépendant de la Seine-et-Marne, alors par ici c'était plutôt Seine-et-Marne, pardon, de la Marne, par ici on dit bah non, l'Île-de-France est plus près de chez nous, soit. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'éducation, nous avons effectivement nos étudiants qui vont alors, soit à Reims, soit à Paris ou à Lille. Sauf que l'enjeu avec la fibre, c'est de se dire, mais soyons un peu plus visionnaires et essayons de se projeter en se disant, mais pourquoi on n'est pas capable d'héberger les universités sur nos territoires? On sait très bien que les universités dans les grandes villes sont en très grande difficulté en termes d'augmentation de leur effectif. Ils ne peuvent pas le faire, pardon. Donc l'idée, c'est de dire, pourquoi ne pas créer des complexes numériques capables d'héberger ces universités sur notre territoire pour garder les compétences, le savoir, important pour venir soutenir le développement économique d'un territoire. Parce qu'une entreprise, elle vient aussi en fonction du savoir et des connaissances et des compétences qu'elle a localement. Et donc en s'appuyant sur ces complexes numériques, en venant héberger ces universités sur notre territoire, on maintient l'avenir sur notre territoire. Donc les étudiants, les enfants, nos enfants. Et je pense que, voilà, vous voyez un petit peu la démarche, c'est un simple outil qui est la fibre optique, la diversité des sujets donc, qui va toucher, mais aussi la synergie que l'on crée sur le territoire, et ça de manière transversale, puisqu'on touche bien tant le social que l'économique et aussi l'environnemental, parce que vous vous rendez compte qu'avec la fibre, le télétravail peut se développer beaucoup plus facilement sur un territoire comme le nôtre, qui est très rural, on limite les déplacements, donc c'est un enjeu majeur. Je pense qu'à un moment donné, il faudra se poser la question, de se dire, et donc on est là pour faire poser ces questions et faire avancer le dossier, en se disant, peut-être qu'il faut qu'on revoie la copie sur nos ambitions, adapter les projets en fonction de nos capacités de financement, et aussi, on limite les distances, et donc, voilà, d'un point de vue environnemental, on limite les distances, et voilà. Donc vous voyez, ça c'est un des premiers points qu'il faut travailler. Et l'autre dossier qui me tient un peu plus à cœur parce que c'est mon dada, mais c'est le concept d'écologie industrielle. Alors l'écologie industrielle qu'on va faire, c'est un beau mot. Le concept d'écologie industrielle, c'est pour moi le levier de croissance et d'innovation environnementale de demain. C'est la synergie entre les outils industriels sur un territoire, et cette synergie qui vient du fait de faire qu'un déchet produit par une entreprise devienne la matière première de l'entreprise numéro 2, qui elle-même, en générant un autre produit, peut devenir le produit et la matière première de la 3e entreprise. C'est une économie circulaire, certes, mais qui repose sur une croissance environnementale et pour le coup, qui peut amener un vrai levier en termes de création d'emplois sur notre territoire, création de filières. Et ça, j'ai la chance de pouvoir y travailler depuis 4 ou 5 ans sur ce sujet, via mon dossier de méthanisation. Parce que en fait, en travaillant sur les déchets organiques, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des déchets plastiques qui pouvaient être utilisés, ça pouvait intéresser telle ou telle filière. Donc il faut que notre territoire porte cette compétence, ce pôle d'excellence, pour effectivement être reconnu, et en s'appuyant et sur le pôle industrie et ressources et la chimie verte de nos territoires, donc l'agriculture, qui reste quand même un poids fort de notre territoire et qui peut amener aussi encore en termes de création de valeur ajoutée et de richesse sur notre territoire, par ce biais-là, une réelle dynamique.
Et donc vraiment essayer de faire en sorte qu'on ne prenne pas les choses de manière trop unilatérale, de travailler de manière beaucoup plus transversale justement sur tous ces dossiers pour avoir une autre approche. Bien évidemment que quand vous abordez un sujet comme de problématique environnementale, on ne peut pas traiter ça de manière unilatérale. Parce que les répercussions sur l'économie par le même biais social en fait, parce que ça ne marche plus. C'est ce qui était fait avant. On faisait une opération coup de poing sur un problème donné. Mince, trop tard, il y a une entreprise qui a fermé, derrière, 100 emplois qui sont partis, catastrophe. Donc le but c'est de se dire, il faut qu'on rentre dans cette logique de synergie entre les entreprises, d'avoir une vision beaucoup plus globale et plus transversale sur un dossier pour essayer de porter notre territoire et de rentrer dans une nouvelle dynamique. Et ça c'est un petit peu l'élan qu'on voudrait donner à notre territoire, surtout qu'on a cette image, en termes de cadre, qualité de vie, de cadre paysager. Enfin, vous voyez, c'est un côté vendeur de notre territoire. Et donc, je pense qu'en s'appuyant sur cette croissance d'innovation environnementale, ça se marie plutôt bien. Je trouve qu'on donne une belle image à notre territoire. Et le gros atout, c'est le fait qu'on soit parti avec le Nord-Pas-de-Calais. Parce qu'en fait, si on était parti avec l'Île-de-France et la Marne, qu'est-ce qui serait passé? En Île-de-France, on nous aurait dit, bah, écoutez, vous êtes la banlieue, nous portons les projets. Et c'est vous qui apportez la richesse sur notre territoire. Alors, effectivement, on aurait eu quelque chose de très, à sens unique. On aurait eu la même chose avec la Marne. Reims aurait dit, bah, écoutez, nous on va aspirer vos richesses, c'est très bien, ça nous aide à nous développer, mais bien sûr, vous positionnez, vous subissez. Que là, pour le coup, on nous dit, bah, écoutez, vous allez vous retrouver entre l'Île-de-France et la Marne, sauf que le cadre politique va être fait par la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. On va dire que l'axe nord-sud, il n'est pas encore très développé. Donc je pense qu'on est capable de pouvoir s'appuyer sur ce nouveau cadre politique, les nouveaux contrats État-région. On sait très bien qu'on va avoir un levier en termes d'accompagnement financier de l'Union européenne qui sera beaucoup plus important. Parce que l'État se désengageant, bien évidemment, le flux se fait plutôt de l'Union européenne aux communes et ne se fait plus de l'État aux régions et aux communes. Et du coup, et ça résout quelques problèmes aussi, je pourrais en revenir après, pour les dotations de fonctionnement pour les communes demain, mais toujours est-il qu'il faut qu'on travaille absolument cet axe-là, cette autoroute entre l'Union européenne et notre territoire, parce que c'est de toute façon demain ça marchera comme ça et ça se passera comme ça. Donc il faut qu'on soit capable de porter des projets, et pour porter des projets, il nous faut des personnes qui montent au créneau, qui les portent, et c'est pas parce qu'on est demain élu au département ou à la région qu'on doit que s'occuper des problèmes de la région et du département. Demain, Michel, s'il y a un projet économique qui se développe sur le territoire, s'il faut aller le porter à la région parce qu'il faut le défendre, on ira tous ensemble pour effectivement faire en sorte que ça avance. On ne doit pas avoir une vision avec des œillères et se dire parce que je suis dans l'opposition au département, parce que je ne peux plus rien faire. Comprenez, je suis comme ça, j'ai les menottes. C'est pas vrai. Je veux dire, le cadre, il est voté à l'Assemblée. Quand ça arrive à la région, quand on regarde un petit peu, il y a toujours moyen de faire rentrer les dossiers dans les tiroirs. C'est pas un problème, quoi. Donc la personne qui me dit, c'est parce que je suis dans l'opposition que je ne peux pas porter un dossier économique ou social sur le territoire, c'est du baratin. Voilà. Je pense qu'on peut le faire. C'est juste une question de... il faut expliquer aux gens, il faut monter le dossier en conséquence, et il n'y a rien qui l'empêche. Je vais te couper de nouveau. C'est un petit peu ce qui a freiné les intentions que j'avais au niveau du département. Et les projets qui étaient beaucoup plus structurants, comme la Nationale 2, comme la D1, sont vraiment très structurants pour le département. Il faut qu'on arrive à faire le plus rapidement possible ces accès-là, tout en ayant à côté le développement de l'autoroute de la communication, donc le passage des fibres qui nous permettra de faire vivre notre département qui est beaucoup plus rural et avec tous les enjeux que cela peut comporter. Et puis donc l'autre levier qui concerne plus peut-être les élus, mais qui concerne les communes. Donc moi je suis un fervent défenseur et nous sommes défenseurs de l'échelon communal par excellence. Moi je considère que l'échelon communal est l'échelon démocratique par excellence. On ne doit pas toucher aux communes françaises. C'est là où les gens viennent, se mobilisent pour voter. Le maire est l'homme le plus reconnu en termes d'élus de proximité. Il ne faut pas casser ça, ça ne sert à rien du tout. Ce qu'on doit travailler, c'est entre les deux, entre l'Union européenne et les communes. Il faut qu'on m'explique, les 2200 milliards de dettes, j'ai pas vu à un moment donné que c'était les communes qui les portaient.
On a bien 1200 milliards qui sont portés par l'État, on en a 400 milliards pardon, qui sont portés par les départements et les régions, et puis après c'est notre système social qu'il faut réformer un petit peu, peut-être. Voilà, c'est là où ça se passe. Les communes, quand elles demandent de l'argent, c'est pour des investissements, c'est pas forcément pour vivre, parce que derrière, on sait très bien que dans les petites communes, ben, voilà, c'est le système D, les gens gèrent leur budget comme ils peuvent, et c'est pas là que se trouve le taux d'endettement le plus important. Que l'outil existe, soit je peux l'entendre, dans des départements français, peut se poser la question, bon, c'est tout. Mais il ne faut pas rentrer dans cette logique de dire on va fusionner pour fusionner, donner des carottes à un moment donné aux élus en disant si vous engagez pendant 5 ans, on ne touche pas vos dotations. C'est pas tout à fait vrai quand on regarde en travers des lignes, mais il ne faut pas y toucher, quoi. Demain, vous n'avez plus de représentants maires dans telle ou telle commune, enfin de plus d'élus, parce que c'est ce qui se peut arriver. Je prends un exemple basique, nous, Gouchy, 26 communes. Demain, c'est 29 élus, un conseil municipal. Il faudra garantir aux gens qu'il y a bien un représentant par commune dans les conseils municipaux qui seront élus demain. Pas garanti. Donc ça veut dire que plus d'élus dans certaines communes. Qui va faire le lien social? On va embaucher des gens pour faire le tour des villages, pour savoir comment régler tel ou tel problème? Non, il va falloir embaucher. Je ne suis pas sûr que ça coûte beaucoup moins cher que le système actuel qu'on a, où vous avez un élu qui est référent, qui fait le tour des... Voilà, il connaît très bien ses familles, il va régler les problèmes. Alors après, qu'il y ait des évolutions des outils, avec des compétences, qu'on revoie un petit peu les lignes, que la communauté de communes, qui de toute façon devra avoir un poids beaucoup plus important sur le territoire, parce qu'elle devra porter des projets beaucoup plus ambitieux, oui, effectivement, on peut revoir. Mais ce qui est important, c'est la représentation démocratique. Il ne faut pas toucher à ça. Enfin, moi, je trouve que c'est dangereux. À terme, c'est transférer les problèmes qu'on peut connaître peut-être dans certaines cités aujourd'hui, c'est le transférer dans certaines communes rurales demain. Hein. C'est la question qui peut se poser. Comment on gère? Voilà, faudra que, voilà, moi, je suis très inquiet par rapport à ça. On le voit se dessiner déjà dans telle commune, déjà certains problèmes qui n'existaient pas auparavant. Et, donc si on enlève cette représentation, je trouve que c'est vraiment prendre un très très gros risque. Après, pour les dotations, certes, il va y avoir une évolution. Mais en même temps, il faut faire des efforts financiers au niveau de l'État. Mais ce que je vous ai dit, c'est ça, c'est que le levier, c'est l'État qui se désengage, certes, mais il y a un nouvel interlocuteur qui va devenir de plus en plus important au quotidien, c'est l'Union européenne. C'est là où vont transiter les fonds. Les fonds qui passaient par l'État auparavant, vous voyez le truc, hein, c'était l'Union européenne, État, région, département, et puis là, on a quelque chose de beaucoup plus transversal qui se met en place, de plus direct. Par contre, c'est bien les régions qui vont porter, au travers de directives régionales qui seront plus importantes, plus fortes, hein, ces nouvelles politiques. Après, à charge dans les départements de trouver donc, le bon fonctionnement, parce que c'est bien évident que pour le transport scolaire, même si demain la région récupère cette compétence, comprenez bien que la région elle risque de dire bah, écoutez, les départements, vous êtes structurés, organisés, on va signer une convention, comme ça, parce qu'on va avoir d'autres problèmes à gérer avant que s'occuper des transports scolaires. Donc bah, en fait, le département va continuer à s'en occuper. Ils n'auront pas les moyens. Donc, la région n'aura pas les moyens de le faire. Bah, les moyens, mais c'est surtout le temps et l'énergie. Et même l'organisation. Alors que les outils existent. Je pense qu'il y aura des choses comme ça qui vont se mettre en place au démarrage, parce que le temps de se mettre en place sur cette nouvelle entité, le département, il a encore beaucoup de travail dans les années à venir. À mon avis, pour compléter un petit peu ce que tu es en train de dire, pensez que Villers-Cotterêts va devenir le fer de lance d'un canton qui est devenu beaucoup plus rural qu'il ne l'était. Et donc, à partir du moment où on envisage des projets qui seront déterminants, il faudra bien qu'on continue malgré tout ce que le département faisait déjà, mais ne faisait peut-être pas suffisamment, c'est le développement des infrastructures pour permettre justement tous ces développements. Ensuite, il faudra bien aussi équilibrer d'une façon qualité de vie un canton qui, à l'heure actuelle, est déséquilibré sur une ville où Villers-Cotterêts est une ville qui est avec un développement d'habitation qui n'a pas été fait dans la règle de l'or, c'est-à-dire qu'il aurait fallu équilibrer au fur et à mesure la ville et garder les salaires qui étaient ceux les plus intéressants. À partir du moment où on n'a pas su développer les logements, on a fait du logement social à Villers-Cotterêts. Ça a été une hérésie, parce que
équilibré pour avoir la faculté de pouvoir loger un ouvrier, c'est possible, mais avoir la faculté de loger des cadres, avoir l'amélioration de la qualité de vie, là il va falloir qu'on essaie de l'utiliser en pensant aux communes rurales. Et il va falloir à ce moment-là amener la qualité de vie d'une façon globale pour le territoire. Il faudrait équilibrer la ville. La ville, elle va porter, en plus, on a la faculté de pouvoir le faire. On a plein d'idées. Vous avez des remarques, des questions, des interrogations Alors des questions, j'en ai. Avant de... Ça concerne vraiment le canton. Là, c'est plus au niveau départemental. Il y a quelques années, il y a eu une zone, un parc d'activité qui a été créé entre Villers et Soissons. Où sont les entreprises? Oui, je pense que le département a peut-être participé financièrement à la création de quelque chose. Je ne suis pas assez connaisseur pour être là-dedans. Mais les entreprises, moi, j'en vois pas beaucoup. Hein. Alors que ça fait des années qu'il est en place, ce parc d'activité. C'est pour le plateau, vous parlez? Oui, voilà. C'est la zone du plateau. Oui, voilà. Bah, moi, je crois que là, il y a eu une erreur qui a été commise parce qu'on aurait pu avoir un élan beaucoup plus important si on avait su se réunir avec le pays du Soissonnais et faire fonctionner une zone correctement. Je l'ai expliqué avant-hier, si on ne va pas vers les entreprises, si on ne cherche pas le moyen d'attirer des entreprises, si on n'a pas les terrains qui sont prévus pour le faire, et si on n'est pas capable de suivre un projet, d'emmener un projet. J'appartiens à N-Développement. N-Développement, c'est une antenne, c'est un truc qui a été mis pour essayer d'aider au niveau du département les implantations. Théoriquement, c'est la région qui aurait dû le faire. Et on s'est aperçu que quand la région avait des entreprises qui cherchaient à venir vers nous, les dossiers étaient installés et puis on nous les piquait et on allait les mettre un petit peu plus loin. Donc ce qui fait qu'on s'est dit dans l'Aisne, après tout, on va commencer à monter une antenne qui va nous permettre de faire ça. Et à l'heure actuelle, on est capable de prendre une entreprise qui se présente. Je viens de le faire il n'y a pas tellement longtemps, il y a 3 semaines. Et c'est une entreprise qu'on a été chercher dans l'Alsace. Et on a donc fait la réception de ce monsieur, on lui a dit on va s'occuper de votre dossier. On a préparé le dossier, on a préparé son suivi d'emprunt, la façon dont on pouvait l'aider. Et puis, voilà, ils vont venir s'installer gentiment à Villers-Cotterêts. Alors, ça, c'est une passion chez moi. Moi, je veux du développement industriel pour qu'on arrive, enfin, industriel, commerciaux, industriels, tout ce que l'on veut tirer autour, parce que tout va avec. Mais si on accompagne les dossiers, si on a le temps et si on prend son temps pour le faire, c'est le rôle d'un conseil général pour le faire. Je veux juste répondre quand même oui, alors donc, précise au monsieur, parce que j'ai suivi ça d'assez près, j'ai eu la chance d'être dans les tuyaux. Je peux vous dire que j'étais très très remonté moi quand les dossiers sont sortis pour la création de la zone du plateau. Oui. En fait, c'est les élus qui ont été mauvais. Hein. Là, pour le coup, non, parce que quand moi, en 2007, je faisais partie du conseil de développement du pays du Soissons. J'ai fait, si c'est pas 10 réunions, j'en suis pas loin, avec des bureaux d'études qui vous annoncent que globalement, la stratégie pour un développement économique sur un territoire, c'est en vallée, avec du fluvial, du ferroviaire et de la route. Alors, plateau, je cherche le fluvial et le ferroviaire. Non, mais ce sont des élus qui, à un moment donné... Non, mais c'est là où, quand je vous parlais d'un moment donné que le département, il doit être chef sur son territoire en disant on arrête là. Non, on ne fait pas là, parce que votre choix stratégique, il est mauvais. On n'accompagne pas, plutôt que de dire... Ouais, on s'entend bien, on va faire plaisir et on y va et on déploie. Non. C'était pas un bon choix stratégique. Vous alliez voir les industriels, on vous disait que la zone du plateau de Soissons, elle devait être de l'autre côté, sur Reims, justement près du ferroviaire, près du fluvial, parce que c'est un enjeu majeur pour le territoire. Bien sûr. Parce que la route seule ne suffit plus. Vous êtes bien conscient que demain, avec le canal Seine-Nord qui va se mettre en place, enfin voilà, ça stratégiquement c'était apporté. Sauf que là, effectivement, on s'est retrouvé avec des gens qui ont eu une opportunité de se lancer. Je peux vous dire que sur le Soissonnais, ça a quand même créé des grosses tensions, quoi. Sauf que l'agglo était propriétaire. Pardon. En plus, c'est une connerie. Non mais c'est vrai. Enfin, oui, en plus, mais tout le monde était en train de. C'est ça qui est malheureux. Doubler, puisque vous parliez d'écologie, doubler pour moi, c'est un scandale écologique.
c'est que la zone industrielle de Soissons, où étaient les grands... c'est la jungle, c'est dégueulasse, il n'y avait qu'à nettoyer cette merde. Je ne peux... Et plutôt que de prendre des terrains agricoles, ce qui me rend hystérique, mais hystérique, hein. Non, mais ça, c'est vrai. Alors, pour aller au bout de l'histoire, à un moment donné, on nous a dit l'aérodrome fallait le fermer parce que c'était zéro. Ah, puis d'un seul coup, c'est redevenu d'intérêt régional. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient aller piquer des communes de l'autre côté. Enfin, moi, je suis allé à des réunions en étant élu, on s'est fâché. Hein. D'ailleurs, c'est la première fois que je me faisais mettre dehors par des élus parce que ils nous ont présenté leur document développement SCOT du Soissonnais. Un sketch. On est arrivé, on s'est installé, l'État prend la parole, boum, première sanction. Les différents élus des territoires rhénans prennent la parole, sanction. Un seul coup d'un seul, vous avez tous les élus de l'agglo qui s'énervent, ils disent que si c'est comme ça, au revoir. On s'en va. Point barre. Ouais. Au revoir. Mais on ne peut pas travailler dans cet état d'esprit. Qui a monté ce dossier? Il y a eu un type. Il y a toujours un type, quelque part. On va dire que c'est le président de l'époque qui était à la tête de l'agglo, M. Paulin, pour ne pas le nommer. Je pense que c'est lui derrière, c'est lui qui est responsable de toute façon. Après derrière, vous avez des administratifs qui travaillent. Voilà, c'est tout. Moi, je veux qu'il y ait le leader. Excusez-moi madame, il n'y a aucune méchanceté. C'est pas les administratifs qui provoquent les trucs, hein. Ils attendent que ça vienne. Bon. Nous sommes bien d'accord. Bon, il y a des administratifs qui, à un moment donné, sont bien contents d'avoir un président à piloter devant pour prendre les coups et non, derrière. Paulin, c'est pas ça. Ça arrive. Non, Paulin, non, mais d'accord, mais ça peut arriver. Et en plus, faut pas taper tout le temps sur les élus quand même. Il y a quelques administratifs qui sont là. Non, mais ça a été une bêtise depuis le début. Sauf que ça faisait tellement longtemps qu'ils en parlaient. Et puis alors, c'est le projet. Il est parti avec son projet, sa zone d'activité. Mais depuis, excusez-moi, mais ça a coûté très très cher. Ça a coûté très très cher. Et maintenant, donc l'enjeu, il y a un peu plus, mais l'enjeu, si, un peu plus. Il y a le relais qui s'est installé, il y a une entreprise qui fait des surgelés pour les pizzas maintenant. L'enjeu maintenant, c'est de la remplir. Mais quand vous allez dans un SCOT, que vous avez déjà 120 hectares de zones à aménager, et qui vous en remettent pour 200 hectares en allant en disant il faut continuer, de toute façon on a fait la route maintenant. Pareil, c'est une aberration, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une route avant de savoir ce qu'on va faire. C'est de la route, la fibre, c'est des outils. Donc on définit l'emplacement. Tout à l'heure, quand je vous parlais de complexe numérique, je suis content, on est sur le canton de Villers, mais à un moment donné, il faut se positionner par rapport au département. Je ne pense pas que ce soit forcément à Villers, que ce soit le plus judicieux d'héberger les universités. On va avoir la ville de Laon, qui va perdre certainement la préfecture, les services d'État qui vont s'en aller demain. Donc on va se retrouver avec des locaux vides. Donc l'idée c'est de se dire, on est tous responsables, on est élus, peut-être qu'il faut mieux porter le projet au niveau de la ville de Laon qui à un moment donné va être affaibli par rapport à là. Et en plus on aura des locaux qui seront fonctionnels, prêts à faire feu, il y aura peut-être peu d'investissements à faire en termes de rénovation de ces bâtiments. Après, on pourrait se faire plaisir, on est le plus beau, on est les meilleurs, on va ramener tout à Villers-Cotterêts, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, parce que derrière, on est entre la Marne, Laon, c'est entre la Marne et l'Île-de-France quelque part. Donc, vous avez prévu de fusiller quelque part quand même. Fusiller? Ah oui, oui. Je suis pas comme ça, moi. Mais il y a quelques tout le monde veut tirer la couverture. Mais je sais pas dans ma nature. Ma nature, elle me dit... à l'heure actuelle, le but, c'est plus ça. C'est un travail... Non mais, après, c'est un travail de fond, on est d'accord. Oui. À un moment donné, il faut être dans... C'est l'état d'esprit qui est important. Oui, moi, ce que j'ai proposé, et j'en parle, j'ai des retours, mais même au député, M. Krabal est au courant, mais se dire, à un moment donné, sur l'économie, l'éducation, la santé, ça se raisonne pas... Voilà. C'est sur le... Et c'est pas le Grand Soissons. Parce que la dernière fois, pareil, belle réunion. Ça suffit pas. J'ai Sud de l'Aisne et puis une entreprise, désert. Il n'y avait plus que le macaron, l'écusson de la ville de Soissons sur la carte de département de l'Aisne. Ah non, ça ne se limite pas à Soissons. Soissons, c'est 30 000 habitants. C'est tout le sud de l'Aisne. Zéro. Le travail, il se ferait plutôt sur un... 30 ans d'assassinat de boîte, ça se paye un jour quand même. D'accord, mais à un moment donné... Mais il y a des pépinières sur notre territoire. Il faut les aider, ces gens-là aussi. On a des super boîtes qui fonctionnent, qui ont pris le pari justement de partir sur des nouvelles stratégies d'innovation. C'est ces gens-là qu'il faut soutenir. Il faut arrêter. À un moment donné, il faut en parler peut-être un peu plus. Attendez, je vais vous envoyer un ou deux inspecteurs du travail pour mettre de l'ordre. Mais envoyez-moi qui vous voulez. Voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a des leviers. Moi, vous savez, voilà, je suis sur les structures agricoles, je suis peut-être trop optimiste, hein, tout le monde me dit, je déborde d'enthousiasme et d'optimisme, mais ouais, mais à un moment donné... C'est la jeunesse. À votre âge, il faut, parce que si... Mais non, mais il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Hier j'intervenais, j'étais invité sur Laon pour intervenir justement sur les complexes numériques.
Le hasard a voulu, je me retrouve avec une personne de chez Schneider. Je dis, oh là là, ça va aller très très haut, ça va être très technique. Mais bon, il est rentré dans son sujet, il est passionné. Puis il commence à me dire, vous savez, votre truc, vous êtes gentil, mais j'y crois pas trop. J'ai fini par lui poser la question, parce qu'il bon, il partait en tout ça. Est-ce que c'est possible ou pas? Il m'a dit, oui, c'est possible. C'est une question de volonté politique. Il dit, ça fait 10 ans que j'en parle, ça fait 10 ans qu'on ne m'écoute pas. C'est pas venu de moi. Moi, ce que je vous redis, je vous restitue, c'est pas moi qui l'ai inventé en me levant le matin, en tombant de mon lit pendant la nuit. C'est des choses qui sont écoutées, c'est des choses que l'on travaille, moi, au sein de mon parti politique depuis 2 ans. Et maintenant, il faut passer à l'action. On est tous d'accord. On en parle à Lens, à Soissons, à Château, n'importe. Tout le monde dit OK, pas de problème. Mais on va au-delà de dire, il nous faut la fibre, il nous faut des routes. Enfin, ça sert à rien si c'est pas pour porter des projets et une reconnaissance sur le territoire. C'est ce qui nous manque. Aujourd'hui, quand vous prenez un schéma sur les schémas régionaux, Sud de l'Aisne, je ne vois pas de reconnaissance en termes de pôle d'excellence. On ne l'a pas. Sauf que c'est une carte obligée pour pouvoir accéder aux fonds européens. Regardez les routes. Ah oui, ben ça passe. La carte au milieu. C'est ça qu'il faut travailler. Alors je ne dis pas que ça va être très facile, on va claquer des doigts, demain matin ça va être super, mais il y a des leviers. Maintenant, il faut qu'on s'approprie les choses, les idées, il faut qu'on les travaille ensemble. Ça va être un travail de groupe. Et pour le coup, il faut mettre les élus autour de la table. C'est complètement bête de dire, je me lève un matin, on y va, et oui, mais parce qu'on me disait, les maires, il faut leur en tuer quelques-uns, mais non. Il faut mettre les gens autour de la table. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Et bon. Je sais pas, je te dis, c'est pareil. Non, mais il faut moi, vous savez, j'ai siégé au sein du conseil. Le pays, je trouvais ça super. Le conseil de développement du pays du Soissonnais, organe où on mettait autour de la table l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Il y avait des associations. C'était super. Moi, agriculteur, quand je suis arrivé là-dedans, mais on ne se connaît pas. Les pêcheurs, ok, mais on ne se connaît pas. Alors le pêcheur, il dit, toi l'agriculteur, hormis tuer les poissons, tu ne sais rien faire d'autre. Moi le pêcheur, j'ai hormis embêter les agriculteurs, tu ne sais rien faire d'autre. Mais voilà, et à un moment donné, au lieu de se retrouver juste pour se taper dessus 2 fois par an, là on se retrouvait tous les mois, on discutait, on essayait de trouver un projet commun, et on avait une ligne de conduite et une direction qui était donnée. C'était bien parti. Et là on se retrouvait tous ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Moi je pense que c'est là-dessus qu'on doit se retrouver, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à donner un nouvel élan à notre territoire. Si c'est pour rester dans cette logique, toi t'es bon, toi t'es mauvais, on oublie, on va pas s'en sortir, quoi. Et puis quelle logique pour notre territoire? C'est-à-dire tous les 5 ans on se retrouve, alors toi t'en es où ton projet? Bah ouais mais non, toi t'es pas bon, t'es mauvais, faut aller là. Non, il faut qu'on ait une direction. Le SCOT est un bon outil pour donner cette direction. Ah oui, tout à fait. Il faut qu'on s'appuie là-dessus. Il faut s'appuyer là-dessus. On l'écrit, on le met. Une fois que c'est écrit et c'est daté, on va vous dire, voilà, c'est comme pour nous, hein, quand vous avez un projet, vous dites je vais faire ci tel jour à telle heure, bizarrement, c'est ce qui se passe. Bon, quelques exceptions près, parce que pas des petits coups durs, mais globalement, on arrive à le faire. Le tout, c'est ça. Moi, je pense qu'on a la chance d'être sur un territoire qui a beaucoup d'atouts, qui a une vraie richesse. Maintenant, à nous de mettre ces atouts en valeur, cette richesse, et puis après, on verra. Mais un vrai levier en termes de création économique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Jeudi soir, je vais aller voir les agriculteurs. On a fait une réunion, je fais une réunion spécifique. Je vais leur dire, les gars. Enfin, hormis de faire du blé, parce que bon, ok, il faut nourrir la planète, mais en termes de synergie et d'accompagnement des entreprises sur le territoire, de soutien à la population sur le territoire, en termes de services, et de donner des gains de productivité et de créer de la richesse là-dessus sur le territoire, il y a des choses à faire. Il faut les travailler. Alors il y a des choses qui vont être plus compliquées que d'autres, mais il y en a qui sont assez simples et on peut se faire accompagner demain par le contrat qui sera en place. Parce que si on regarde bien au niveau du Nord-Pas-de-Calais, ils ont lancé la 3e révolution industrielle. Moi ça me va bien, pas de problème. Nous qui rentrons dans une logique d'écologie industrielle, pourquoi pas. On peut. Vous savez, moi j'ai toujours apprécié Jean-Louis Borloo. Hein. Et il suffit d'aller voir ce qu'il a fait à Valenciennes. Ah, oui. Moi, vous voyez, c'est ça. Hein. On regarde ce qu'il a fait à Valenciennes, guichet unique, je prends les entreprises, on les encadre, on les accompagne. Ce que je disais tout à l'heure, c'est indispensable. Monsieur, vous arrivez, entreprise, ok, pas de problème. Quels sont vos besoins? Clac, clac, clac. Bon, les subventions, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper du dossier. Vous aurez un soutien de trésorerie parce que vous allez en avoir besoin. Hein, les locaux, on a ça disponible. Est-ce que ça peut vous convenir? C'est tout. Votre boulot, monsieur, c'est de monter votre boîte, la faire tourner. Le reste, on s'en occupe. On a la clé de 13, on a la clé de 17, on le met en place.
Maintenant, et ça, c'est ce qui a été fait à Valenciennes. Sauf que maintenant, voilà, on va passer une étape, hein, parce que ça sert à rien de vivre avec le passé. On a vu ce qui s'est passé ailleurs, on l'analyse, on l'intègre. Et aujourd'hui, la continuité un peu du Grenelle, de tout ce qui a été lancé au niveau national, c'est ça, c'est de dire quelle synergie on peut créer sur notre territoire entre les entreprises pour développer, parce que derrière, ça va être un vrai soutien aux TPE et aux PME, parce que c'est elles qui sont importantes, c'est elles qu'il faut soutenir. Oui. C'est elles qui sont gages de création d'emplois sur le territoire. Une fois que vous avez ce maillage qui est fait, la grande boîte qui arrive, elle vient pourquoi? Parce qu'elle a la PME qui va bien en termes de sous-traitance, elle a la TPE qui va l'aider pour... Voilà, elle a le plombier, elle a le menuisier, enfin, c'est comme ça que ça marche. Si effectivement on se rend compte que sur le territoire, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, quelques petits artisans, mais bon, qui ne suffiront pas... Voilà. Après, derrière, on aura le loisir de développer. En termes d'atouts, on a tout ce qu'il faut. Alors, on ne va pas aborder tous les sujets ce soir, parce qu'on ne pourra pas tout faire. Mais pour répondre, c'était juste pour répondre à la zone du plateau. Deuxième question. Vous parliez tout à l'heure une belle image de notre territoire. Oui. Alors, c'est toujours au niveau départemental. Moi qui est natif de l'Aisne, côte-régien depuis 57 ans, je trouve les routes de plus en plus dégueulasses. Ah, les bordures, les abords, vous parlez même l'entretien de la route, vous parlez ou... Les abords, oui, bien sûr, c'est des détritus. Alors là, vous avez un exemple, bon, on va dire que c'est une nationale, je veux bien, c'est un national mais c'est une poubelle sur chaque côté. Ah oui, d'accord, c'est les déchets que vous parlez. Vous allez, l'autre fois, il y a quelques jours, j'étais à Athis-Soulan. Alors c'est un endroit où il y a des pistes. Alors je ne sais pas si c'était un endroit où il y avait des militaires avant ou quoi, mais c'est des motards qui se réunissent, tout ça là-bas. Il y a des petits bois. C'est une déchetterie à ciel ouvert. C'est dégueulasse. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de touristes qui passent à côté. On s'en fout. Mais c'est une déchetterie. Non, Athis, c'était un C'est dégueulasse, dégueulasse. Alors, une belle image de notre territoire. Alors, c'est bien beau de faire des... Je parle au niveau national des beaux discours comme M. Hollande. Il va réunir tous les pays pour faire sur l'air, ceci, cela. Nettoyons déjà notre pays sur le bord des routes, sur les forêts, sur ceci, sur cela. Nos bordures de champs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nos bordures de champs. Alors, il y a 6 millions de chômeurs. On ramasse nos merdes. C'est des kilomètres de dégueulasse comme tout. Alors, juste, alors la question n'est pas départementale, elle est en lien avec la communauté de communes demain, parce qu'en fait, ça sera une compétence de la communauté de communes, c'est bien les déchets. Donc c'est à elle, oui, mais je pense que le département peut intervenir quand il voit son département. On peut sensibiliser, mais dégueulasse. Le levier d'action. On a fait des opérations de nettoyage. Le levier. Je ne veux pas voter en touche. Les Français sont dégueulasses déjà. L'état de la route du centre de Paris, la porte de la Chapelle, c'est scandaleux. Les bordures de la Nationale 2, c'est une honte. Dès que tu mets 3 c'est de la sensibilisation. Après, vous voyez des endroits où il y a des stationnements pour que les véhicules puissent se garer à certains endroits, par exemple sur la Nationale 2. Les poubelles, c'est des sacs plastiques. Mais les sacs plastiques, les animaux sauvages, ils viennent cafouiller là-dedans parce qu'ils sentent quelque chose ou quoi. Après, les détritus, ça vole partout. Quand on fauche l'herbe en été ou n'importe quoi, il y a plein de détritus. Mais on fauche l'herbe, ça fait rien. Les détritus sont coupés dans tous les sens, tout ça. C'est encore pire qu'avant. Alors, si c'est ça l'organisation, l'entretien. Ce que je disais qu'il fallait ramener dans notre secteur, en même temps que les installations, une qualité de la vie. Mais ça, c'est du quotidien, c'est des choses qu'on devrait pouvoir engager. Des chantiers de réinsertion aussi comme bien tu avec avais fait. les communautés de communes et le département. Des chantiers de réinsertion comme tu avais fait. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on nous bassine avec l'écologie et les gens balancent leur merde par la fenêtre. Oui. Ah oui, parce qu'ils considèrent qu'ils payent et que ça, c'est pour soulager la conscience. Je paye une redevance sur mes déchets, donc après je peux les foutre au balance. Ah mais ça, il y a des bords de route, c'est une honte. Moi, il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. Ils préfèrent leur voiture, il faut qu'elle reste propre, donc c'est normal, on balance. J'ai fait procéder à un ramassage pendant que j'étais pas sur la D2, hein. Si. Sur le D2. Sur le D2. Je ne l'ai pas vu. On a attaqué sur 10 mètres à l'intérieur de la forêt et puis de. Ah, la forêt. Mais pas de... On a sorti, ouais, c'est impensable, 20 tonnes, 20 tonnes. Il y a une année, 20 tonnes sur 5 km. La société d'autoroute qui va à Nantes, ils ont ramassé des cochonneries, ils ont laissé les sacs plastiques pleins de cochonneries sur le bord de la route pour montrer aux gens, il y avait un sac tous les 20 mètres. C'est impressionnant, hein. Non mais c'est dégueulasse, hein, on est chez nous, là, c'est des gens chez nous, sur nos routes à nous, c'est pas des
C'est pas une invasion d'étrangers. C'est quand même dommage d'avoir une région aussi belle et qu'elle soit aussi sale. Je pense pas des chemins de forêt maintenant qui sont en train de tourner à la poubelle noire. C'est la prévention, après c'est l'éducation, donc c'est sensibiliser les jeunes. Avec les jeunes. Non mais on est d'accord. Mais malheureusement, ça c'est un travail sur le long terme. Du jour au lendemain, vous n'allez pas changer les mentalités. Voilà, celui qui est habitué à balancer son sac par la fenêtre. Et à moins de mettre en place une loi nationale portée par le législateur qui dit si vous voyez quelqu'un jeter un truc par la fenêtre, vous prenez en photo et puis vous... Ah mais oui mais... Non, d'accord. Mais d'accord. Mais comment allez-vous... Donc si on ne veut pas aller par là, on est d'accord, ça passe par une sensibilisation et l'éducation. Oui, mais monsieur, sensibiliser les jeunes, c'est bien, mais il faudrait faire déjà les adultes aussi. Nous-mêmes, déjà, les parents. Même les vieux. Les vieux, tout ça. Si vous voulez, on peut se faire plaisir. On va aller finir en café, on va se raconter, on va refaire le monde. Des fois, on sensibilise les jeunes dans les écoles, tout ça. On leur donne des outils, on leur donne une paire de gants, aller ramasser les papiers, tout ça. On fait des petites... des actions. C'est bien, ça passe dans le journal, c'est bien, tout ça. Et puis, vous voyez les mêmes jeunes 2 heures après. Ils vont dans un magasin de Villers et tous les papiers de bonbons, les trucs, les bouteilles en ferraille, tout ça, par terre. Alors 2 heures avant, il était en train de ramasser avec une paire de gants. Alors bon. Il y a du travail. Il y a du travail à faire. J'aurais 2 petites choses avant de partir parce que je suis obligé de partir. Est-ce qu'au niveau départemental, là ça fait partie du canton, notre beau château qui tombe en ruine. Est-ce qu'il peut intervenir non, je sais pas, essayer de faire quelque chose? La réponse, c'est pas dans nos compétences et c'est pas dans notre budget. Que normalement vous occupez du patrimoine aussi, le département? Non. On aide le petit patrimoine. Le petit. On aide le patrimoine qui est inscrit ou non inscrit dans des fonctions qui sont pour refaire un pont baptismal ou pour refaire un bout de toiture, une gouttière qui a été arrachée par une tempête, un lavoir qui peut avoir des qualités. Ça, c'est un peu l'aménagement d'un territoire touristique, mais absolument pas le fait de pouvoir engager des travaux qui sont pharaoniques. Le département n'a pas les moyens de se faire le château. Il aurait eu les moyens de se faire le château si on avait trouvé une entreprise ou si on avait trouvé des investisseurs qui veuillent bien s'en occuper. Chose qui avait été faite. On garde que le château, on garde le reste. Je vais quand même vous expliquer, parce que ça a été mon dada, et je m'étais toujours juré de penser qu'on pourrait faire un parc et jardin qui rejoint aussi celui qui a été fait à Mont-Aubert. Eh oui, et que les parcs et jardins, c'est 10 000 touristes qui passent au moins tous les ans. Donc on perd encore une qualité de travail et de faire travailler aussi les restaurateurs, les hôtels, les gîtes ruraux et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une fonction qu'on aurait pu faire. Alors le château, pour revenir au château, il y avait la propriété de l'État, une toute petite part de Villers-Cotterêts, et puis le reste, c'est tout. Donc on avait trouvé des investisseurs avec le département, on les a reçus ici, et puis je les ai emmenés au département et à la préfecture. Et donc ces gens-là, on a mis 3 mois à les recevoir, les contacter, ils revenaient nous voir, est-ce que là on pourrait faire ça, est-ce qu'on pourrait faire ça. On sait très bien qu'ils voulaient 12 000 mètres carrés à exploiter tout de suite. Le château en fait 20 000. Et ils nous donnaient un coup de main en plus pour refaire la partie ancienne. Donc pour sauvegarder le patrimoine. Eh bien, on l'a fait capoter en montant une association, parce que c'est ça la France. On monte une association de défense du château. Et une fois que l'association, ah bah oui, mais on ne peut pas faire ça, ah bah oui, on n'a pas le droit de ça, ah il veut ouvrir une porte là-bas, ah bah non alors. Et ces gens-là ne voulaient pas toucher la structure du château. Quand des entreprises comme ça s'amènent, ils viennent, ils laissent les murs en place, s'ils sont bons. Ce qui est le cas du château de Villers-Cotterêts, qui est encore debout au point de vue mur. Mais après, ils prennent l'intérieur et on efface tout et on compose à l'intérieur. Avec ça, on fait un hôtel 5 étoiles Grand Luxe qui permet d'aller à la chasse à courre, qui permet... Alors ça aussi, il faut aussi se mettre dans un état d'esprit où on veut bien qu'il existe quelque chose et qu'il puisse se développer. Parce que s'il n'y a pas d'intérêt non plus à l'amener, automatiquement, ça ne peut pas fonctionner.
Donc le château, on se retrouve avec un château qui coûte en moyenne, qui va coûter en moyenne, au plus petit prix donné, 134 millions d'investissements pour arriver à en faire un petit quelque chose. C'est les dernières données de l'État, hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. On a eu ça. Alors là, depuis qu'on sait ça, tout le monde en parle du château. Le Front National s'est lancé là-dessus, ça va défendre. Ils vont faire une révolution, ils vont réussir à refaire le château. C'est fantastique. Ils ne savent pas comment, ni pourquoi, ni avec qui, et ni qui paiera. Alors, le château de Villers-Cotterêts, malheureusement, je ne le vois pas sur une bonne échelle tant que tout le monde aussi ne se sera pas mis autour d'une table et tant que l'État ne voudra pas y mettre correctement les mains pour défendre un patrimoine qui est un patrimoine littérature, intellectuelle très important. Il y a du beau monde qui est passé venir voir le château hein, de l'État. On était à un mois de pouvoir avoir une signature. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Tout a été foiré à cause de ça. On parlait du parc tout à l'heure. Oui, vas-y, je m'excuse. Non, tu parlais du parc tout à l'heure et moi je me souviens, bon, c'est un impact sur l'attractivité quand même, parce que tu étais président de la communauté de communes, on a commencé à couper les grandes allées, ça fait 8 ans, rien n'a été fait depuis ce temps-là. Oui, voilà, c'est ça. Mais rien. Mais ça c'est la jachère. Hein. Après, ça a été une autre allée, l'allée des soupirs le long du stade, on a tout rasé, rien planté. On fait des coupes sombres en forêt, des coupes sombres claires, puisque c'est carrément à nu. Hein. Bon, là, l'impact écologique, je ne vous raconte pas, mais apparemment, ça ne fait rien. Et puis, maintenant, il va y avoir des coupes dans le parc, là. Oui. Alors, parler d'attractivité touristique ici, quand on voit que les gens de Villers se barrent parce qu'il n'y a pas d'attractivité, l'universitaire qui vient avec ses enfants, cadre 35 ans, qui se plante là, bien sûr, il repart. C'est bien ce que j'ai dit. Bien sûr. Maintenant, si c'est un écolo qui a 55 ans, oui, il se plaît là. Il y a des retraités d'Allemands qui travaillent chez Volkswagen qui se plaisent là. Mais bon, sur le plan touristique, on a pris quand même une sacrée raclée là. Hein. Il était. Oh oui, on a pris un sacré. Parce qu'en plus, dans le problème, c'est qu'il sera restructuré le parc. Le pays soissonné. On va replanter. Oui, ah bah oui, ça doit être des graines spéciales qui poussent tous les 4 ans et c'est à la Saint-Glinglin, je crois. Oui, à part certains beaux arbres qu'on a dans ça sera replanté quand il fera de l'agroforesterie et puis du semi sous couvert sûrement, ça doit être des époques. C'est un métier à part, hein. Pardon. Le vieillard, c'est un métier à part. Ah oui, je suis pas sûr que l'opérateur qui fait les travaux soit le plus, comment dirais-je, le plus habilité à faire ce métier, pour être courtois. C'est bien dit. Oui. Très courtois. Non, parce que c'est un métier à part, ça s'entretient. Mais autrement, c'était une idée qu'on avait lancée avec le... On avait fait d'ailleurs des projets touristiques entre Montgobert, Lopon et Villers-Cotterêts, avec aménagement des parcs et tout, et j'avais même trouvé des sponsors pour faire le parc et le remettre en état. Et c'était un processus écologique parce que c'était une industrie immobilière, automobile, qui, pour compenser la pollution, de donner une certaine somme pour amener de l'écologie et entretenir des parcs. Donc ça nous aurait coûté un petit peu, mais pas tellement, et puis on aurait pu lancer un phénomène de tourisme un peu vert. Et puis en plus, ça rendait service à d'autres sites qui sont très proches d'ici, et donc d'aménager un territoire. Peu importe qui répondra. J'avais 2 questions. Bon, c'est parti de tes poubelles. Non, la deuxième sera plus politique. Mais bon, la première. Il y a quelques années, le Conseil général avait un projet sur Mersin-Evo, au niveau, ça peut être économique et culturel, un projet d'un mini Bercy, qui a été abandonné parce que il y a eu la crise, il y a eu ça, il y avait eu des priorités, tout ça. C'était un projet. Et bien sûr, c'est toujours encore le problème d'argent, tout ça, on va dire. Mais je pense qu'un mini Bercy dans la région, au lieu d'aller sur Paris, sur Reims, tout ça, ça crée, au niveau économique, ça serait peut-être bien, au niveau emploi, tout ça, ça fait travailler peut-être des entreprises aux alentours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai que c'est un coût. Bon, ça serait une salle de 4 à 5 000 places,
Hein, c'est pas un Bercy de 15 000 ou 20 000 places. Hein. Mais c'était un projet qu'avait le Conseil général. Bon, il a été abandonné parce que, comme je vous dis, hein, c'était un problème de sous. Ah bah oui, c'est un problème d'investissement et c'est aussi un problème de rentabilité. Je vais étudier de la musique. Parce que les gens vont beaucoup sur Paris ou sur Reims, voir des spectacles, tout ça. 13 millions d'euros. Et par ici, il n'y a rien. Il faut remplir. Oui, 13 millions Oui, d'euros. mais bon. C'est 4000 places. Hein. Oui, Il fallait remplir, un coût de fonctionnement. Vous savez, quand vous faites souvent sur des projets structurants de ce niveau, on considère qu'au bout de 6 ans, vous avez repayé l'investissement en fonctionnement. Donc qui va payer? Parce que le fonctionnement, il faut le payer. Que ça soit plein ou pas plein, il faut payer. oui, mais Si, bon, vous prenez un vent... avec toute la région que vous avez autour, vous avez Compiègne, vous avez tout ça. Vous pensez que les gens... Ouais, est-ce que ça ne viendrait pas plus par ici? C'est trop tôt, ça. Non, il viendra pas avec Vous savez, la... La N31, tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'on va Au lieu avoir... d'aller sur Paris, tout On va ça. avoir un très bon témoin. C'est la cité de la musique et de la danse à Soissons. Ouais. on va voir On si nous ça a va dit que ça donner. allait faire venir tout Paris à Soissons. Moi, je veux bien. On va pourtant pouvoir, ce qui a été dit, hein. On va pouvoir voir. Mm. Ils ont fait le pari que ça allait créer cette dynamique sur le territoire. Ils ont mis le paquet. Là, pour le coup, ils ont mis le paquet. On verra. C'est un choix. Oui, On verra. le paquet avec des fonds européens, Oui. des fonds de région. D'accord. Ça va pas dire. Il y a rien eu. 13 millions d'euros de mise dans le commerce. Oui, Plus que ça. Minimum. Oui, enfin, c'était annoncé 13 millions. Ah oui, C'est un peu plus. C'est le prix de départ, ça. Oui, C'est sans option. Si je pense connaître toutes les options, il n'y en a pas pour loin de 20 millions. Bon. Donc c'est une vraie affaire administrative, on demande. Enfin, ça ne regarde que moi, mais on n'était pas obligé de prendre un architecte de Paris pour faire ça. Oui, bien Ouais, sûr, il y en a ouais. dans le coin, dans la région. On a les compétences sur notre territoire, on n'est pas capable de mettre les entreprises devant. Quoi. Mais bon, s'il y a du Eh, copinage. vous savez, ça me fait sourire parce que ça, c'est tous les contrats d'appel d'offres, c'est pareil. Vous allez en Belgique, il n'y a jamais une boîte française qui est capable de rentrer dans les appels d'offres. Nous, en France, alors là, on l'a plus blanc que blanc, on est capable de mettre les locaux dehors pour aller chercher. Non, il faut arrêter ça, quoi. À un moment donné. Voilà, et du coup, bon, localement, il y aura il y a sûrement des entreprises qui sont travaillées, mais on aurait pu s'appuyer sur les gens. Non. Surtout la période de crise qu'on a traversée, Oui. je pense qu'on aurait pu, Oui, un peu plus. ça aurait été préférable. Oui, mais des fois, ils font pas un bon choix de matériaux, les architectes locaux. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ouais, enfin, Ça fait combien d'années que S'il suffisait d'être local pour se gourer, ça se saurait. le département est géré par les socialistes? Mais ça aide. 17 ans? même si c'est 20, 22, 32, enfin moi peu m'importe. Hein, Oui, non. C'est pas. Je sais pas, Véro c'est 2001, c'est quoi Paul Véro il a arrêté le conseil général. Moi je pense que ça fait 17 ans. 17 ans, j'ai entendu parler de ça. Doudini est président. Les socialistes. 2001 ou 2. Combien? Comme ça. 2001 ou 2. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, peut-être pas 17 encore. Non, Giraud, non. Il était encore Au moins une quinzaine d'années. Ouais, Ça fait 15 ans. Oui. Que je vois encore un truc au niveau de la culture. Hein. On a un Center Park dans l'Aisne. Oui. Je vois pas de panneau quand je viens de Paris, moi. Faut me dire vraiment pas loin de Laon pour commencer à voir Center Park. C'est vrai qu'on a. Heureusement qu'on a des GPS maintenant. C'est vrai qu'on a loupé un petit peu dans le fléchage, j'aurais dit. Mais Center Park, tu sais, ils ont une Oui, non, mais on met pas en valeur notre... Et je suis sûr que c'est un problème de réglementation, parce que tu ne dois pas avoir le droit de mettre une marque donnée à plus de X distance de... Il y a une réglementation de... Alors, dans la réglementation à la con, nous sommes des champions. Ah oui, ah oui. Celle-là, elle est particulièrement calculée. Ah oui, ah oui. Ça, c'est une Allez, très je belle me suis remarque. occupé de problème d'affichage au bord des routes, c'est un bordel noir. Le fait d'avoir une idée emmène 100 000 problèmes. Là, t'es en dessous de la vérité. Ça mène 100 000 emmerdes. Ma modestie. Pas des problèmes, ça mène 100 000 emmerdes. Ouais. Ah non, c'est effrayant. C'est effrayant. Là, il y a vraiment de tronçonneuses, hein, coupées dans les règlements. Ouais, mais bon, là c'est Paris, hein, c'est pas nous. Hein. C'est souvent les... Oui, il a fallu aussi la façon de l'appliquer quand même. Hein. Oh. C'est-à-dire, on a quand même un petit peu les méthodes d'inspection du travail. On est quand même arrivé en 96 pour arriver à avoir vu sur la route que Dumas était à Villers-Cotterêts. Je vais vous donner un exemple de truc que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de mettre sur un terrain privé un miroir si vous voulez sortir de chez vous, Oui, ça c'est vrai. traversant une voie publique.
En quoi ça peut gêner la voirie? Expliquez-moi. Eh bien, vous n'avez pas le droit. C'est invraisemblable. C'est de la sécurité, c'est autre chose. Vous avez une sortie un petit peu difficile, vous les mettez... Enfin, vous n'avez pas le droit. On paye quand même, ouais. Bon, après, je sais pas de quand ça date, mais c'est vrai que le fait d'avoir adossé le principe de précaution à la Constitution, là, ça a été une erreur stratégique. Ça nous fait un tort considérable. Ah, c'est la prime au connard, alors ça, c'est un bonheur. Donc là, ça, on aurait pu le faire autrement. C'est un marché qui est à l'origine. Hein. Bon, ça coûte cher. Tout se retrouve. Ah bah, là, c'est plus un parapluie. Un parasol. Voilà. Alors moi, j'ai une dernière question avant de partir, avant de vous laisser. Bon, là, elle est plus politique. Hein. Bon, déjà, hein, je m'en cache pas, je suis militant de l'UMP. Hein. J'espère que la gauche va être balayée du département, comme dans beaucoup de départements de France. Et sur le canton, bien sûr, ce qui me fait peur, c'est un peu le FN. Hein? Ah, moi aussi, beaucoup. Un peu. Mais je sais qu'il y a deux... Bon, vous êtes plus UDI, on va dire ça comme ça. Vous avez une liste UMP. Bon, il n'y a pas eu d'entente sur 2 cantons de l'Aisne. Je voudrais savoir, au deuxième tour, si, on va prendre l'exemple, hein, mais je souhaite bien sûr que vous arrivez quand même à vous défendre au maximum. Hein. Si jamais c'est l'UMP qui est devant vous, quelle sera votre position? On part pas au fond, on se retire. On se retire. On posera pas. C'est simple, clair et net. On se retire, c'est clair et net. C'est plus clair que de l'autre côté. Hein. On est d'accord. Mais je poserai la question à Mme Basseur, je dis qu'à une réunion. C'est très clair. Je m'inquiète entre les paroles et les actes. Oui, mais ça va, elle est filmée. Elle sera filmée, je dis. Exactement. Ah, mais ça, psychologiquement. On n'a pas besoin d'être filmé. Non, mais. Pour garantir que. Je peux vous le retirer avec le pro, je peux changer les poses, il n'y a pas de problème, ça sera assez clair, c'est net et précis. Hors de question qu'on fasse porter le risque à ce territoire. Voilà, si on est parti avec Michel, c'est de toute façon parce qu'on ne se retrouvait pas sur les projets portés par l'UMP. De toute façon, ils ne nous ont même pas sollicité pour savoir s'il y avait possibilité de travailler ensemble ou pas. Et je vous avouerai que j'ai fait le département. J'ai participé à des réunions où il y avait une entente, comme vous dites, UDI, UMP, sauf que souvent c'est les UMP titulaires et les UDI suppléants, je sais pas bien pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Ça a été acté, sauf que quand vous écoutez notre discours qui est basé sur les projets, je suis désolé, en face c'est regardez pendant 17 ans ce qu'ils ont fait, et on va encore attendre 17 ans pour proposer des choses aux gens sur le territoire, non ? Faut arrêter ce débat. Enfin, je veux dire, moi je suis désolé, hein, vous êtes peut-être, vous voulez que les socialistes soient balayés, mais moi ce que je regarde ce sont aussi les compétences qui ont été mises en place. Dodini, pour globaliser, il y a des choses bien qui ont été mises en place sous sa présidence. On ne va pas cracher dessus. Allez voir les élus locaux, parlez-leur du CDDL. Moi je ne suis pas sûr que M. Rigaud et Mme Vasseur ils veulent toucher au CDDL. Parce que alors à ce coup-là, c'est la fin des communes rurales, c'est leur seul levier quasiment qui reste aujourd'hui pour financer les projets. À peu près. On ne peut pas taper là-dessus. Le fait que la TESAT, que l'État se retire d'avoir monté la DICA en termes de soutien et d'ingénierie aux communes, il faut le mettre en avant. Regardez, moi ça me fait sourire parce que Paul Giraud avait lancé le FDS aussi, les voiries. Solidarité sur le département pour les voiries. Saint-Quentin, Bussy-le-Long, Fresnoy-le-Grand, ils ne veulent plus financer le FDS. C'est des territoires qui touchent plus qu'ils ne cotisent. Ils touchent plus qu'ils ne cotisent. Et ils se retirent. Et même Saint-Quentin s'est retiré. On ne peut pas rentrer dans cet état d'esprit sur notre territoire pour des notions, surtout en période. Oui, mais tout ça parce que ça va avoir des répercussions effectivement dramatiques. C'est dramatique. Sur les équilibres. C'est une façon d'amener du travail même pour les artisans, les commerçants du coin et tout ce qui s'ensuit. À partir du moment où on donne un petit peu dans une bourse pour pouvoir travailler, automatiquement ça amène un développement économique. Le problème de la TESAT, de l'État qui s'en va et qui part avec l'ingénierie que toutefois la DDE mettait à la disposition des communes rurales, j'ai pleuré auprès du département pour qu'on monte l'ADICA. Et l'ADICA est partie de Villers-Cotterêts. Et donc nous avons monté ça parce que c'est un système qui permet de répondre aux communes rurales et de faire leurs études ou leurs pré-études
jusqu'à un certain seuil, de façon à ne pas gêner non plus ceux qui en font un métier à l'extérieur. Il ne s'agissait pas de faire de la concurrence entre le département et des privés. Il fallait que chacun y retrouve sa place. Les communes n'ont pas toujours les moyens d'avoir des études qui sont faites, ou de payer des études qui sont faites par un extérieur. Donc ils peuvent avoir une préétude qui est faite, et si cette préétude les amène vers une possibilité, à ce moment-là, vous avez un privé qui peut intervenir pour mettre en place ce qu'il faut pour que l'ingénierie se fasse. On n'a pas dans une commune rurale un service technique. On n'a pas d'ingénieur à sa disposition. Le département, on a monté la DICAS, qui est un organisme qui permet d'avoir 6 personnes techniciennes et qui permet de répondre immédiatement aux communes rurales. Attention, c'est pas parce que je suis militant UMP que je dis amène à tout. Hein. Ce que je vous ai dit, c'est l'état d'esprit. Je veux dire par là que on a un département qui, à mon avis, a 15 ans de retard. Donc 15 ans de retard, il l'a expliqué très bien avec les entreprises. On a 15 ans de retard dans les installations, on a 15 ans de retard dans la constitution dans le traitement des ordures ménagères, et on est monté à un syndicat qui finalement est quelque chose qui nous coûte une fortune. Une fortune, mais qui a là aussi peut-être pas été équilibrée correctement. Donc il faut cesser de penser qu'on peut faire tout avec un administratif. On peut aussi se cantonner d'aller voir des personnes qui sont compétentes et qui mettront petit à petit en route. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive avec le département à faire des choses qu'on est capable de faire pour faire un démarrage. Il faut toujours mettre un starter. Hein. Autrefois, celui qui n'avait pas de starter, il ne démarrait pas sa bagnole. Hein. Donc là maintenant, c'est un petit peu pareil. Donc il faut qu'on a dans nos projets le fait de vouloir continuer à avancer. Donc l'INDICA en fait partie. Et j'en suis fier, parce que je trouve que c'était vraiment une nécessité. Au niveau du département, je rejoins le monsieur là qui pose la question. Pour que le FN prenne le département, il faudrait combien de cantons basculent au niveau du FN? 22. Il faut qu'il soit majoritaire. Il faut qu'il soit majoritaire. Il faut qu'il ait 50%. Il faut prendre les 22 cantons? Non. Non. Il y avait 42 cantons. 22 cantons. Il y a maintenant 21 cantons. Ouais, 21 cantons. Donc on est bien d'accord. Il faut qu'ils prennent la majorité. Il faut qu'ils prennent une majorité. Il faut qu'ils aient 12 cantons qui basculent. On avait avant. Au FN. Donc avant c'était 22, maintenant on va être à 12 et puis c'est tout. Quoi. Je ne vois quand même pas 12 cantons basculer au FN. Je ne vois pas non plus 12 cantons basculer au FN, et c'est vraiment pas souhaitable. C'est vrai que les élections sont tellement bizarres. C'est pas souhaitable parce qu'ils n'ont pas les instruments, ils n'ont à mon avis pas le suivi pour pouvoir se permettre de dessus. Vous savez, de toute façon, plus on va entretenir, c'est pour ça que je me lève contre la règle des communes. Ce que je disais tout à l'heure. Plus on va dans cette logique de métropolisation, plus on va politiser, plus on va oublier les territoires. À un moment donné, les gens oubliés, ils vont se faire rappeler qu'ils existent, quoi. Et ça va être terrible. Vous savez. Ça va être le C'est la montée du Front National, c'est ça, exactement ça. C'est tout à fait le départ de la montée du Front National. C'est complètement ça. Tout à fait. Nous, notre position, elle est plus humaniste, elle est moins économico-politique, parce que la démocratie, ça a toujours coûté de l'argent. Maintenant, il faut faire un choix, savoir si on en veut ou on n'en veut pas. Et c'est tout, quoi. Après, il faut rationaliser les choses. Il y a des trucs qui peuvent sembler aberrants, mais il faut un cadre. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas normal que certains élus des territoires puissent prendre certaines décisions qui vont à l'encontre, qui peuvent engager les collectivités pour des années. Voilà. Et à un moment donné, c'est là où il y a certainement des leviers, des verrous à mettre en place, des cadres pour dire, mais non, toi élu, t'as beau avoir été élu, j'entends bien, mais ton projet, c'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Et pas dire à tout le monde, on peut, on emprunte, on peut. Et ça n'a jamais rien. Ça marche pas, là. Ouais. On peut plus. Voilà, on l'a fait, aujourd'hui on y est, sauf que l'État s'est trop impliqué, 60% de la commande publique c'est porté par l'État. Ça va plus, c'est pas possible. Ça coûte trop cher, c'est pas efficace. Donc maintenant, il faut laisser la main au territoire. Et vous savez, tout l'enjeu, moi, de mon implication en politique, ça fait pas longtemps, quelques années, mais je n'accepte pas d'avoir des choses qui arrivent du haut vers le bas. Je me dis, le pouvoir, c'est le peuple.
Donc la pyramide, elle doit être dans ce sens, et certainement pas à l'envers. Et donc c'est à nous de travailler sur le terrain pour défendre les dossiers et les faire porter. C'est pour ça quand je vous explique la synergie entre... Moi je savais que mon maire à côté, il soit socialiste, mon collègue, ça sur le territoire, sur des politiques territoriales comme celles que nous devons porter demain, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les compétences que nous allons avoir sur le territoire, la dynamique qu'on va instaurer. L'aspect politique, il va se faire au-dessus, c'est bien évident. Au niveau de la région, essentiellement, puisqu'on va avoir des contrats qui vont se mettre en place. Vous vous rendez compte que demain, il va y avoir moins de présidents de région que de ministres. Le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 10% de la population française. Politiquement, effectivement, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus lourd et de plus complexe. Ça veut dire aussi qu'il y a trop de ministres. Pardon ? Ça veut dire aussi qu'il y a trop de ministres. Il y a trop de ministres. Bon, ça, on va pas faire le débat ce soir, mais c'est pour vous expliquer. Voilà. Députés, là, effectivement, pas à notre niveau, quoi. Faut arrêter ça. Et on doit se battre sur des projets, sur des visions d'aménagement de territoire. Moi, je le regrette quand j'ai eu la chance de m'occuper de l'aménagement du SCOT sur Ouchy-Château, sur l'ancien canton d'Ouchy, sur la com de d'Ouchy, et on l'a fait en lien avec Villers-Cotterêts. J'ai la chance de pouvoir participer aux travaux de Villers-Cotterêts, donc c'était très enrichissant pour moi. Et quand je vois derrière, le SCOT, c'est un document d'enjeu, de projection pour les élus sur un territoire. Volonté d'aménagement du territoire. Ils ne sont pas assez sensibilisés sur le sujet. Les gens c'est ça qu'il faut qu'on mette en place aussi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller voir les élus 2 fois par an. Bonsoir mes chers collègues, j'ai les informations, je vous en mets plein la vue. Il faut ingurgiter les infos qu'on vient de vous balancer. Ça ne peut pas marcher non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut travailler main dans la main. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une réforme territoriale qui se met en place. Écoutez, on va se voir tous les 2 mois. Et puis je vous tiens au courant de ce qui va se passer, comment ça évolue, ce que vous en pensez. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on met en place sur notre territoire? Il faut arrêter d'arriver. J'ai le pouvoir, j'ai l'info, j'ai le pouvoir. Alors ça... Moi, vous savez, j'ai les élus qui me balancent des trucs comme ça, Internet, en 30 secondes, contre-argumentaire, et puis on a arrêté. Parce qu'à un moment donné, ils nous vendaient leur bébé, quoi. Sauf qu'il faut avoir une vision un peu plus large au démarrage, et puis après, on fait les choix. Et c'est ça qu'il faut travailler aussi. Les élus sont paumés. À un moment donné, ça va trop vite. Alors, il y a l'Union des maires qui fait un peu de formation, mais c'est pas suffisant. Ça doit être porté par la com de demain, ça. Les élus doivent être formés. Ça veut dire que si on va jusqu'au bout, hein, ça va loin, parce qu'en fait, derrière, c'est une reconnaissance, si on va au bout du bout, c'est une reconnaissance aussi sur le statut de l'élu. Hein, parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'engagement. Vous voyez, et ça, il faut qu'on le porte déjà sur le territoire au travers de la formation. Mais si on veut aller jusqu'au bout de l'Assemblée nationale, c'est ça, c'est le statut de l'élu. Parce que derrière, il nous faut des gens compétents, qui soient formés, qui soient capables d'interpréter toutes ces évolutions et tous ces choix politiques. Et donc ça sera, je pense, demain. Oui. La région sera là pour porter la formation, mais je pense que les communautés de communes avec le département devront l'accentuer auprès des élus locaux, que ce soit les conseillers communautaires ou les maires, pour effectivement leur amener les outils pour essayer de réfléchir. Pour arriver avec les trucs, les gars, bonjour, on va faire un SCOT, ça va nous projeter pour 8 ans. Alors ça, non, je l'ai vu là, ça a été... Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus... Moi j'ai eu la chance d'avoir été formé sur ces sujets-là, donc voilà... Mais je m'attendais à quelque chose avec plus d'échanges. Et en fait, j'ai vu tout de suite qu'il y avait, voilà, il y avait une cassure, parce qu'à un moment donné, les gens ils étaient restés dans les starting blocks parce qu'ils n'avaient pas compris, quoi. Et là, je pense qu'on doit être un peu plus... c'est un travail à faire, je pense. Et je voudrais surtout rajouter un petit quelque chose là-dessus, c'est que quand on est conseiller général, c'est pas parce qu'on a des assemblées plénières dans lesquelles on peut intervenir que ça changera la face du monde. On vient, on prépare son papier, on le déclame et puis on se casse, on file un pouvoir. C'est pas ça être conseiller général. Le conseiller général, c'est d'être dans ces commissions, d'être présent dans ces commissions et de travailler, de pouvoir après apporter un travail qui a été effectué vers les communes. Et tant qu'on ne fera pas ce travail-là sur le terrain, moi, un maire m'appelle, il me dit j'ai tel problème dans ma commune pour ma route, là. Je vais le voir, je le rencontre, on va voir, et on le fait, il fait faire son devis, et là après je suis là pour faire son suivi, mais c'est un travail qu'on peut faire avec toutes les entreprises, qu'on peut faire sur les terrains, qu'on peut faire dans les développements économiques. Donc il faut que chacun ait envie d'y mettre la main, et non pas dire moi je suis ça, et si je suis ça, eh ben, vous n'avez qu'à m'écouter. Il faut savoir se mettre ensemble autour d'une table. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui manipulent l'informatique et la photo comme certains sont présents ici. Et on apprend... Pas au hasard. Au hasard, mais c'est parce qu'il m'a donné une idée.
Et donc, le fait de voir ça, ça donne une synergie automatiquement à l'association qu'il avait, dans laquelle il était. Et cette association-là, elle a pris une ampleur considérable. Donc, une entreprise dans la vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Mais tout ne peut pas partir du bas, comme il le dit. Mais tout ne peut pas partir du bas. Dans la fibre optique, si tu te tapes à la maison en disant vous voulez la fibre, machin, c'est quoi? Ah oui, c'est ça. Il faut aussi avoir une compétence avec une vision. Et avant de parler de la fibre optique, j'ai été faire une formation sur la fibre optique. Du téléphone, hein, on est au même niveau là. Avec des choses, on ne sait pas encore ce qui se passera dessus. On a une idée actuellement de la télé, la curiosité et le bonheur d'aller travailler la fibre optique, de l'alarme, des tas de choses. Il faut former. Mais c'est pas fini. Hein. Non. C'est passionnant et maintenant, quand je parle d'une fibre, je sais. J'avais eu contact pour les fibres optiques et pour les autoroutes d'information par des amis de mon fils qui étaient à Centrale. Et il m'a dit, Michel, il faut faire ça comme ça, il faut filer là-dedans parce que c'est demain. Et quand j'en ai parlé à Giraud, qui à l'époque était président du Conseil général, il m'a dit, oh, pas pressé. Bon. Et puis d'un seul coup, on leur a donné un ordinateur au Sénat. Ah, il me rappelle, il me dit, avec le comité d'expansion, tu dois me faire ceci, tu dois me faire ça. Mais je dis, Paul, c'est prêt, il n'y a plus qu'à signer. Je dis, t'as plus qu'à couper le ruban. Il me dit, ah bon? Ben, je dis, tu m'as dit, pouf, ça sert à rien. Et finalement, il est venu couper le ruban, on a monté un site, on a monté le truc, et puis il a été monté au Sénat pour dire, ben nous aussi, dans l'Aisne, on a monté... Ben, ça prouve que si on se mettait tous ensemble comme il faut pour travailler, et qu'au fur et à mesure, dès qu'il y en a un qui a une idée, qu'elle vienne du bas ou du haut, le tout c'est de la peaufiner et de la travailler. Alors nous, on ne s'est pas présenté pour faire de la politique, on ne s'est pas présenté pour tout ça, on s'est présenté pour des projets, on s'est présenté pour dire que le département, eh bien, ça peut être un atout, et le département, il faut le faire travailler. Et je regrette, je voudrais terminer. Je te laisse conclure. Quand Michel dit politique, c'est pas tout à fait vrai. On fait de la politique, mais pas de la politique politicienne. Voilà. Et merci pour vos réponses. Et donc, bonne chance. Quand même que vous sachiez, et ça, ce sera le mot de la fin, quand on se bat et qu'on est un petit élu comme je suis, parce que je ne suis qu'un petit élu, on a mis 30 ans pour faire 7 km de route. Avec un investissement qui a coûté très cher au département, parce que l'Oise faisait objection à la possibilité, mais on a une usine comme Volkswagen à Villers-Cotterêts. Et Volkswagen, ils étaient 1100, ils étaient plus que 600. Et depuis qu'on a commencé à effectuer les travaux, on a un petit retour qui nous revient et une augmentation qui revient. Donc ça prouve que ces gens-là, ils étaient aussi susceptibles de s'en aller. Donc il faut savoir... C'est une piste. Pardon? La CL2, c'est pas une route, c'est une piste. Oui, c'est une piste. Non, même dans un État africain développé, ils auraient honte. Oui, mais pour le moment, là, on est en train de faire des travaux, donc là, c'est différent. Mais, puisqu'on parle de la CL2, vous savez que c'est pas nouveau. Hein. Non, non. C'est comme ça depuis très longtemps. Quand il y a eu l'inauguration du monument aux régions dévastées en 1929 ou 30, je ne sais plus exactement, la route était déjà pourrie. Et le sénateur Lubersac, qui ramenait le ministre de la République, qui avait demandé à prendre le train à la gare de Soissons, lui dit, mon cher ministre, je vais vous ramener. Il est arrivé à Paris, le gars lui a dit, vous avez votre route. Vous avez compris. Ah oui. Elle était Orgel 76, Chenandon. Oui. 76, on est Orgel 76. Donc jusqu'en 76, il y avait des barrières de dégel sur la route nationale. 23 000 véhicules jour. C'est une piste. C'est une honte. Une piste. Oui, c'est une honte, bien sûr. Mais vous savez, tout est lié un peu à l'histoire. Hein. Normalement, Paris-Bruxelles, ça devait être la 2. Et la ça devait être la 2. Pas de bol, et Pierre Monroy à Lille. Pierre Monroy était au gouvernement et c'est lui qui a... C'était la nationale 2, parce que j'ai connu cette route avant qu'elle existe, hein, quand même. Mais notre nationale, ça devait être le tracé qui coûtait le moins cher. Elle a toujours été une route. N'oubliez pas que le département de l'Aisne est le seul qui a été occupé à 97% pendant la guerre de 14. La zone rouge commençait à la sortie du Villers-Cotterêts. Et donc le développement a eu en dehors de nous, a eu lieu en dehors de nous. Avant 1914, Volbert est 2 fois Michelin. Oui. Après 1914, Volbert n'est rien. Et la guerre de 14, on la paye tous les jours. Hein. Et en plus, comme nous avons un gros morceau de route qui passe dans l'Oise, et dont l'Oise n'a strictement rien à foutre. Absolument.
quand la déviation de Nanteuil-le-Haudouin a été inaugurée, janvier 1981, il y avait un politique, le préfet de l'Oise et un politique. Et vous savez qui était le politique? Paul Giraud. C'était le seul. Il dit, j'étais pas emmerdé par mes confrères avec moi. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Ben, C'est vrai. Il n'en est pas moins vrai. Et souviens-toi quand il y a eu le bout pour la déviation du Plessis-Belleville et qu'il y avait 3 km 3 de kilomètres route. à faire, Ouais, tu sais comment ça a été fait les 3 km? Hein? Tu la connais? Bon. C'est Charles Bord qui est allé voir le président de la région Île-de-France, qui était le maire du PEC, qui s'appelait Giraud. Ouais. Qui dit, et l'autre lui dit, bon Charles, pour toi, parce que c'est toi, je vais le faire. Mais sache que j'en ai rien à foutre. Oui, Donc tout la à route fait. a été faite. Tout à fait. Ça s'appelle l'aménagement du territoire.